Et bonjour, dans cette vidéo je vous présente comme prévu le contenu de mon sac, affaires, repas, tout ce que j'ai mis pour la réalisation de ma randonnée au fil du canal du Midi de Toulouse jusqu'à Sète. Allez, c'est parti! Alors donc comme convenu, je vous présente d'abord ce que j'avais sur moi, donc qui était en roulement avec ce qu'il y avait dans le sac, une tenue portée, une tenue de rechange dans le sac. Donc tout bête, hein, une paire de chaussettes, un caleçon, un pantalon qui faisait short, que j'avais quasiment tout le temps en short à part le matin. Ça piquait un peu certains matins et puis bon, avec l'humidité, je préférais sortir du duvet et pouvoir m'habiller avec les pantalons à manches longues. Et un t-shirt, enfin un t-shirt à manches longues aussi, voilà. Donc de la marque Kalenji, Decat. Alors pour les marques, c'est pas compliqué, j'ai quasiment que du Decathlon. Donc c'est pour plusieurs raisons en fait. La première, elle est comme beaucoup de personnes économique. Donc quand j'ai commencé à acheter du matériel, j'avais pas forcément les moyens, je les ai toujours pas d'ailleurs. Donc j'ai préféré m'adresser directement sur Decat, qui a du matériel, si on prend du haut de gamme de chez Decathlon, c'est pas du haut de gamme dans l'activité, mais par contre, bon, le rapport qualité-prix est assez intéressant. Donc quasiment tous mes produits sont de chez Decat. Donc soit je donnerai les marques, si je m'en rappelle, de ce qui n'est pas de chez Decat, mais si je ne précise pas, c'est que par défaut, ça sortira de chez Decathlon. Donc là, voilà. Donc celui-ci, plus la manche longue, mais qui pourrait correspondre pour ceux qui parlent en deuxième ou troisième couche, qui pourrait éventuellement correspondre, si on souhaite, à une deuxième couche. Voilà. Moi, je m'en sers uniquement comme première couche et en fait, je ne fonctionne pas avec ce niveau de couche. Donc je mets ça, si jamais j'ai froid, je mets soit la doudoune si je sais que je ne vais pas transpirer, soit une veste que j'ai dans le sac que je vous présenterai après, et par-dessus un coupe-vent. Donc ça fait office de troisième couche, mais j'ai pas la première couche en général, je l'ai pas. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'avais sur moi porté, quasiment on va dire allez, au moins 2 jours. Alors celui-ci, c'est pas un mérinos, j'ai pas de mérinos pour le moment. J'aimerais bien avoir les moyens de m'en payer un pour vraiment essayer. Mais celui-ci, par contre, en termes de tenue dans le temps, sans trop avoir d'odeur, hein, d'accord, on est calé quand même, 4 jours. Voilà, donc attention, je vais pas au restaurant tous les soirs, j'ai pas forcément à faire attention, je reste dans ma pratique, dans mon activité. Donc celui-ci, 4 jours. Au bout de 3 jours, je commence moi à en avoir marre de le sentir. Au bout de 4 jours, il faut vraiment que je le change, que je le lave. Voilà. Mais par contre, voilà, 2-3 jours, franchement, sans problème. Pourtant, je transpire, je marche, enfin voilà. Donc celui-ci, assez bien pour ce délai-là de réalisation. Après, ce que j'avais donc sur le devant, ce que j'avais sur le devant de mon sac à dos en accès rapide, donc mon appareil photo, un petit, d'accord, le Canon G7X Mark II, qui m'a permis de faire des photos, on va dire, de meilleure qualité qu'avec mon téléphone, et de manière à pouvoir le fixer sur le devant de mon sac en accès rapide. Donc j'avais déjà présenté sur le groupe là, cette accroche, je le mettrai un petit peu plus gros, qui permet de serrer la partie métallique sur la sangle du sac à dos et d'avoir juste en sortie rapide, hop, le mousqueton sur lequel on vient fixer l'appareil photo. Donc ça, c'était pareil sur moi, tout le temps devant. Vous avez pu le voir sur certaines photos ou vidéos, il apparaît je l'avais sur la sangle gauche. Et donc tout le temps sur moi pareil, donc devant, de l'autre côté, la gourde
que Dom m'a demandé de tester sur cette randonnée. Donc en cas, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc la gourde purifiante, filtrante, qui m'a servi. Honnêtement, j'ai pas fait tout ce que je voulais avec parce que je pensais pouvoir essayer de tester l'eau du canal du Midi et puis finalement, comme j'avais des impératifs par la suite, je pouvais pas trop me permettre de prendre le risque de tomber malade. Donc c'est vrai que le canal du Midi, je l'ai pas testé. Je pensais revenir par la suite pour le faire exprès, mais j'ai pas eu le temps. Par contre, il y a une fois où j'ai pris de l'eau dans une fontaine où il y avait marqué eau non potable. Ça c'est pareil, ça sera sur une des photos que j'ai faites sur le groupe, mais je la remettrai. Et là par contre, eau non potable, la gourde était marron, toute l'eau était marron. Au bout de 20 minutes, l'eau était toujours marron, il n'y avait aucun dépôt qui s'était fait ni quoi que ce soit. Bon, c'est pas le but de la gourde, hein, mais l'eau en elle-même était bien prise de matière. Et j'ai bu parce que c'était en fin de journée et j'avais pas trop le choix. Et honnêtement, ni le goût de l'eau que j'avais l'habitude d'avoir avec la gourde et le fait de ne pas être malade après a très bien fonctionné. Donc je pense que même si j'avais testé l'eau du canal du Midi, ça aurait fonctionné. Voilà. Donc la gourde, devant aussi, pareil. Donc la gourde était en accès direct pour de l'eau propre. Enfin, ça, la consommation immédiate. Voilà. Par la suite, j'avais une poche à eau supplémentaire. Donc ça, c'est ce que j'avais sur moi tout le temps devant le sac. La casquette aussi, une fois devant, une fois sur la tête, mais bon, c'est pas ça qui fait beaucoup de poids. Donc voilà l'équipement de base porté. Après, donc j'avais le sac à dos, forcément, que vous avez vu régulièrement. Donc il est où? Il est là. Hop là. Ah. Voilà, donc le sac à dos. Donc pour la référence du sac à dos, c'est un Fort Class 90. Donc pourquoi 90? Parce qu'il fait 90 litres. Alors ça paraît énorme pour certains. Moi honnêtement, j'arrive pas à descendre en dessous. Alors c'est avec ma façon de marcher, avec ce que je prévois à chaque fois de prendre sur des randonnées qui font plus ou moins 10 jours de marche. Sachant que j'essaye autant que possible d'être en autonomie totale, on va dire, donc au moins l'alimentation pour la totalité de mon parcours, de mon trajet. Après, évidemment, il y a des fois où je me retrouve en difficulté, où je suis reçu, hébergé, donc dans ce cas-là, bon, voilà. Mais le principe à la base, quand je pars, c'est d'être en autonomie totale, au moins pour l'alimentation. Donc, vous allez voir, j'ai fait des choix de prendre certains produits et j'ai choisi le sac, donc il y a quelques temps déjà, hein, en fonction de ce que j'avais prévu de prendre et j'ai pas fait l'inverse. Donc malheureusement, j'arrive pas à réduire ni le volume de ce que j'emporte et le poids. Donc je tourne en moyenne sur 19 kg et demi. Voilà. Donc le sac 90 litres me convient très bien puisque j'arrive à tout rentrer dedans en évitant au maximum d'avoir des choses qui sortent du sac. De toute façon, le poids, ça ne changerait rien, que le matériel soit dans le sac ou qu'il soit en extérieur, le poids serait là. Par contre, en termes de rando ou de marche, j'aime bien éviter d'avoir des choses qui dépassent du sac, les duvets, les matelas. Bon, quand j'ai pas le choix, je le fais, mais là, en l'occurrence, tout rentrait dedans. Et franchement, c'était nickel. Alors, je marchais le long du canal du Midi. Vous me direz que c'est pas là où je vais m'accrocher dans les arbres. Mais quand j'ai fait ma rando au fil du Verdon, là, par contre, il m'est arrivé d'emprunter des sentiers un petit peu plus étroits, dans des broussailles, des choses comme ça. Et le fait de rien avoir à l'extérieur du sac autant que possible, la dernière fois, j'avais quand même mon matelas, mais ça évite de s'accrocher, ça évite d'abîmer, ça évite tout. Donc, c'est vrai que tant que je peux, j'essaye de tout caser dans le sac à dos. Donc, avec tout ce que j'ai à prendre, j'ai besoin, honnêtement, j'y arrive pas à descendre en dessous, j'ai essayé, ça marche pas, de descendre en dessous des 90 litres. Donc celui-là, le Fort Class 90, me plaît énormément parce que c'est le seul sac pour le moment que j'ai trouvé. D'ailleurs, je prévois d'en racheter un
de 40 litres pour mes randonnées à la journée ou sur 2 jours, parce que c'est le seul sac que j'ai trouvé qui, une fois qu'on a défait la tête, s'ouvre comme un sac de sport par le dessus. Voilà. Et là, après, vous avez accès à tout le contenu du sac, tout ce qui est dans le sac. Donc en fait, ça permet de pouvoir ranger par couche, par tranche, en fonction des besoins. Et quand on a besoin de se servir de ce qu'il y a dedans, de ne pas avoir à vider tout le sac pour aller chercher ce qu'il y a au fond. Moi, je trouve ça super pratique et j'ai pas trouvé d'autres sacs pour le moment dans un budget raisonnable qui permettent ça, voilà, à part celui-là. Donc moi j'ai le 90 litres, j'ai vu qu'il existait en 70 et 40 litres donc chez Decathlon. Le 70-90, j'ai aucun intérêt, c'est pas ce que je vais lever qui va faire une grosse différence. Par contre le 40 litres, je gagne plus de la moitié du sac. Donc pour une journée de marche, voire 2 jours de marche, avec ce que je prends, ça pourra faire parfaitement l'affaire et j'aurai toujours la praticité de cette ouverture et de ce fonctionnement du sac. Voilà. Donc voilà pour le sac, pour la présentation du sac. Donc maintenant je vais vous présenter juste par lieu du sac ce que je mets et pourquoi. Après je rappelle, hein, c'est perso, c'est ma façon de ranger au fur et à mesure que je fais mes randos et que je trouve que c'est plus pratique d'avoir telle affaire à tel endroit. Mais voilà, chacun met ce qu'il veut où il veut. Donc dans la tête, en haut, dans le sac, j'ai en accès, j'essaye de mettre ce que je pense avoir besoin en accès rapide et immédiat en cas de problème ou enfin voilà. Donc comme vous le savez, à chaque fois que je fais une randonnée, en général il pleut. Si c'est pas le matin, si c'est pas la journée, mais je me tape la pluie, c'est sûr. Donc en accès, mais alors direct, hein, vous avez vu que c'était la première chose qui vient dedans. La housse pour protéger le sac. Alors mon sac fait 90 litres, la housse fait 80 litres, c'est le maximum apparemment des housses de protection de chez Decathlon. Mais malgré tout, la housse de 80 litres entoure très bien tout le sac, malgré le fait que sur les côtés je sois un peu bombé. Mais par contre, la housse fonctionne parfaitement. Donc, en accès direct dessus, pour moi, obligatoire, la housse de protection pour la pluie. Après, ça c'est pareil, papier WC. Alors, voilà, donc il est un peu aplati depuis le temps, hein, parce que depuis que je suis rentré, j'ai lavé le sac, mais j'ai gardé les affaires quasiment telles quelles. Donc, pourquoi je le mets dans un filet? Alors, ça c'est parce qu'avec l'habitude, je mettais auparavant le papier toilette directement dans le sac. Mais à force de le bouger, de naviguer, de taper dedans, de le ressortir ou quoi, en fait le papier WC s'abîmait, je m'en retrouvais partout éparpillé dans la poche. Donc c'était un peu n'importe quoi et en plus je gaspillais le papier. Le fait de l'avoir mis dans une housse comme ça, acheté à 2 francs 6 sous, ça vaut rien. Mais je le serre bien. Et ça me permet de pouvoir le glisser dans le sac sans l'abîmer, sans prendre le risque de l'abîmer. De plus, si jamais j'ai besoin de la poche pour faire quoi que ce soit, mes déchets ou pour faire sécher mes affaires, si jamais je les glisse dedans, c'est aéré et ventilé, donc voilà. Donc ça me permet d'avoir une petite sacoche en cas de besoin, mais en utilité première, c'est de protéger mon papier. Voilà. Donc le papier, ce qui va avec le papier au moment de la délivrance, n'est-ce pas? Les lingettes, voilà, donc je m'en sers bien évidemment pas que 2 fois tous les 15 jours, pour ceux qui verront toutes les photos et toutes les vidéos, mais voilà, la facilité d'accès dessus, une fois que j'en ai besoin, c'est là. Donc des lingettes. Alors là, j'ai pas fait un choix très judicieux pour ce parcours-là. J'ai acheté des lingettes, mais alors parfumées à la framboise, c'est un régal. Au bout de 3 jours sans se laver les lingettes, bon, ça fait l'affaire, mais le côté un peu framboise mélangé avec l'odeur du corps, c'est quand même pas terrible. Mais surtout, ce qui m'a dérangé, mais voilà, c'est que je les ai achetées avec une base de lait et non pas à base d'eau.
Et du coup, ça laisse une petite pellicule sur la peau, un peu grasse, qui, moi, personnellement, me dérangeait un peu. Voilà. Mais sinon, ça fonctionne très bien. Alors, c'est un paquet de 40 lingettes. Compte tenu du nombre de jours et en se lavant forcément les parties les plus importantes, hein, les pieds, les aisselles, la figure, devant, derrière, je vous fais pas un dessin. Donc voilà, sur 40, j'en ai eu largement assez sur mes 10 jours. Voilà. Donc sachant qu'une fois qu'on a fait le visage, par exemple, on peut se faire les parties intimes, enfin voilà, dans ce sens. Hein, vous commencez par le visage et après vous allez en bas. Dans l'autre sens, c'est un peu plus délicat. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Voilà. Donc j'allais, avec ces lingettes-là, ça me permettait de pouvoir faire un minimum d'hygiène tous les jours. Tous les soirs, quand j'arrivais, je montais ma tente et avant de me changer pour dormir, paf, lingette. En accès rapide également, pour le soir, pour X raisons, donc la frontale, la lampe. Donc ça, voilà. Hop. Là, j'avais mes papiers, donc carte d'identité, carte vitale, carte de sécu, un petit peu d'argent. Enfin voilà, donc ça c'est pareil, quand je passe à un endroit que j'ai envie de m'acheter un truc ou quoi et que j'ai pas besoin d'aller fouiller tout au fond du sac, un peu de monnaie, pof, dessus, c'est vite accessible et ça rend bien service. Alors j'avais la gourde filtrante, mais comme je ne savais pas forcément d'une si ça allait fonctionner, excuse-moi, hein, mais bon voilà. Bon, maintenant je sais que ça fonctionne, donc il n'y a pas de souci. Mais dans le doute, j'avais quand même pris mon filtre, d'accord, le Sower Mini, qui me permet de filtrer l'eau. Alors la partie filtre, la partie paille, pour boire directement dans une flaque ou dans un endroit où l'eau stagne. Donc ça, c'était pareil, c'était sur ma poche, facilement accessible, sans souci. Voilà, donc ça, c'est principalement ce que je mettais sur ma tête. Alors après, par exemple, j'avais j'avais oublié mon petit couteau, voilà, qui me permettait de pouvoir me couper tout ce que j'avais besoin. En gros, j'utilise que le parti couteau, le reste, et le ciseau aussi, j'ai utilisé un peu le ciseau, voilà. Donc le couteau, hop, dessus, ça évite de vider le sac quand on en a besoin. Donc ça, c'est ce que j'avais sur la tête. Voilà, rien de plus. Sur le côté, dans une des poches, j'avais la tente, donc facile d'accès. Comme ça, j'avais pas besoin de vider tout mon sac pour monter mon camp le soir quand j'arrivais. Je sortais la tente, je posais mon sac, je sortais ma tente, je montais ma tente et après je pouvais commencer à organiser l'intérieur de ma tente et vider mon sac au fur et à mesure. Voilà. Donc la tente, je la mettais sur le côté. Donc l'avantage, j'avais fait la démonstration et la présentation de la tente que j'avais achetée. C'est une tente, une place sans armature. C'est pour ça qu'elle fait à peine 850 grammes et qu'elle se glisse assez facilement et on peut même encore la plier. Voilà, donc en cas, je remettrai la référence de la tente. Hop. Là, dessous, sur le côté. Alors là, j'ai pas triché. J'avais un peu peur de le garder jusqu'à maintenant, mais j'ai pas triché. C'est tous mes déchets qui sont contenus dans un tout petit sachet zippé. Tous mes déchets de 10 jours de marche. Donc il y a toutes mes lingettes, il y a les sachets de café que j'utilisais le matin, il y a les papiers quand j'avais besoin de faire mes affaires. Voilà, donc tout ça en fait, j'ai rien jeté. Je voulais essayer de voir ce que ça allait représenter sur 10 jours de rando en termes de place, mes déchets. Ben voilà, c'est un petit sachet. Alors j'ai pas la contenance du sachet, mais bon, enfin vous le voyez, hein, c'est pas bien gros. J'espère que ça sera pas trop flou. Voilà, donc ça c'est tous mes déchets de 10 jours de randonnée. Donc Rebecca, tu vois, j'ai les lingettes, je les ai pas enterrées avec le reste. Tout est bien là et je vais tout mettre à la poubelle. Il serait temps, remarquez, ça fait bientôt 10 jours que je suis rentré. Hop.
Voilà, donc ça c'est pareil à l'extérieur, vous vous doutez bien que je ne prends pas le risque de mettre ça à l'intérieur du sac. Hop. De l'autre côté, ici, au cas où j'avais froid, en accès rapide, juste pour vite me protéger quand je m'arrête ou quoi, la doudoune, donc hop, voilà. Et donc là, en extérieur du sac, sur les poches extérieures, j'ai plus rien. Donc maintenant, c'est directement dans le sac. Donc là, je l'ai rangé, enfin j'ai refait le sac presque comme je le faisais tous les jours pour partir. Donc bien évidemment, il n'y a pas la nourriture, puisque ça, je l'ai mangé, je n'allais pas la racheter juste pour faire la vidéo. Donc il me manque la nourriture, tous les sachets, mais j'avais présenté la façon de ranger en fait mes sachets lyophilisés. Donc il m'en reste un, donc je vous le remontre pour si jamais vous voyez la vidéo que maintenant. Donc j'avais fait le choix d'acheter des sachets lyophilisés pour tous mes repas. Donc j'avais 6 petits déjeuners, 6 repas du midi, c'était du taboulé pour tous les midis. Et j'avais 13 ou 14 repas pour le soir, plats pour le soir. Donc j'avais fait un tas de tous les sachets lyophilisés qui représentaient un gros volume pour tout mettre dans le sac, ça ne rentrait pas. Donc j'avais fait le choix de mettre chaque plat dans un sachet zippé. Roulé de manière à pouvoir ranger au fur et à mesure dans les trous dans le sac. Voilà. Donc ça, j'avais tous mes plats, tous mes repas qui étaient placés de cette manière-là. Donc en termes de poids, j'étais à peu près à 3,8 kg uniquement pour les sachets lyophilisés pour la totalité de ma rando. Voilà. Donc bien évidemment dans le sac, ils n'y sont plus, hein, mais ils avaient leur place dedans. Voilà. Donc dessus, donc là quand j'ouvrais, en général c'est pareil, j'essayais de mettre à disposition ce que je pensais qui pourrait être utile rapidement. Donc la doudoune, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment si je m'arrêtais, si j'avais pas transpiré, si j'avais vraiment très froid, enfin voilà. Sinon, en accès rapide, la doudoune, j'aime pas marcher avec une doudoune, en général je monte vite en température. Donc la doudoune c'est vraiment à l'arrêt. Donc si vraiment j'avais froid par la suite, en marchant, en transpirant, j'ai une veste. Hop. Donc en l'occurrence celle-là je l'ai achetée il y a très longtemps. C'est une veste Between de vélo que j'utilise pour le vélo. Et en fait elle fait parfaitement l'affaire, même pour la marche. Elle prend bien l'humidité, elle le sèche assez vite et elle coupe de manière assez efficace du vent. Donc ça permet d'avoir quelque chose d'assez léger et d'assez technique. Bon, c'est pas technique, hein, mais qui passe vraiment bien pour ce que je fais. Et voilà. Donc ça m'apporte juste un peu de chaud, mais pas comme une doudoune. C'est pas autant hermétique que la doudoune, c'est respirant. Et ça passe vraiment, moi je trouve ça vraiment très agréable. Si vraiment, comme il m'est arrivé, bon pas sur le canal du Midi, mais par exemple au fil du Verdon, ça m'était arrivé d'avoir vraiment du vent et que même la veste, j'avais froid. Donc là, j'ai vraiment juste un petit kawaii qui me permet de faire coupe-vent uniquement, ça sert qu'à ça. Je me suis pris la pluie avec, au bout de 10 minutes de pluie, j'étais trempé dedans, dehors, enfin partout, c'est pas étanche, c'est pas fait pour. Mais par contre, en termes de vent et de froid, au-dessus de la veste, ça passe très bien. Et ça permet vraiment de couper efficacement du froid. Donc c'est tout léger en plus, voilà, ça fait une boule. Et voilà, donc ça dessus, facilement accessible. Je marche, j'ai froid ou je transpire et j'ai un petit coup de froid. J'ouvre mon sac rapide dessus, hop, je m'habille, je ferme et je repars. Donc très bien. Hop, voilà. Alors là, c'est un peu rangé à l'arrache parce que j'ai refait mon sac et depuis j'ai fait les lessives. Mais là, en fait, j'ai un deuxième t-shirt à manches longues. Donc l'équivalent d'une deuxième couche, je pense. Première couche, en général, c'est plus près du corps, à manches courtes, enfin voilà. Donc ça, c'est mon rechange, en fait. Quand l'autre, le noir, je l'ai lavé ou quand vraiment j'en pouvais plus de l'odeur. Donc je prenais celui-là. Donc ça fait partie du deuxième équipement de rechange qui est dans le sac. Alors celui-là, ne me demandez pas pourquoi, parce que j'ai
mauvaise habitude, c'est de couper les étiquettes. Donc je n'arrive pas à savoir la différence de matière entre le noir et celui-là. Celui-ci me paraît être plus synthétique et plus plastique en fait. Et la grosse différence qu'il y a, c'est que comme je vous l'ai dit, le noir, au bout de 4 jours, bon voilà, il faut que je lève, il faut que je change, il faut que je le lave. C'est bon, si j'avais pas le choix, je continuerai à le mettre, hein, mais voilà, je sais que j'ai du rechange, donc je le prends. Celui-là, par contre, je ne sais pas pourquoi, mais en général, au bout de 2 jours, je suis à saturation, comme je suis à saturation avec l'autre au bout de 4. C'est-à-dire qu'en termes de transpiration, en termes d'odeur, ben, je ne sais pas, il ne réagit pas du tout de la même façon. Alors peut-être que c'est sûrement dû à la matière qui est plus plastique, synthétique, mais voilà. Donc ça faisait partie de ce que j'avais dans le sac des affaires de rechange. J'avais une affaire de rechange dans le sac, une affaire sur moi, hein. Après, je lavais ce qui était sur moi, je me changeais et je faisais le roulement comme ça. Après, donc sur le dessus, pareil, j'avais mes sachets de nourriture. Le matin, quand je faisais mon sac, je faisais en sorte le matin de mettre mon sac du midi, et le midi, quand je refaisais mon sac, je faisais en sorte de mettre dessus le sac du soir. Ça permettait de pouvoir me réorganiser plus rapidement. Là, en l'occurrence, il me reste quelques sachets de barres énergétiques à la figue, à l'amande, enfin voilà. Alors ça rajoute du poids évidemment parce que les barres c'est super lourd. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai oublié, j'en avais toujours quelques-unes dans la poche de devant. Voilà. Alors pas beaucoup, hein, mais 2, 3, voilà. Et quand je m'arrêtais, si j'en avais pris une, ben, je la remplaçais et ainsi de suite. En cas de coup de mou, je prenais une petite barre. Et comme pour ceux qui ont suivi, vous avez vu qu'à partir du 7e jour, je commençais à faire plus qu'un repas par jour. De temps en temps, voilà, pour essayer de quand même garder le rythme des 32, 33 km par jour, une barre de temps en temps, ça passait bien. Voilà, ça apporte un peu d'énergie, ça ne dure pas bien longtemps, hein, mais bon, ça fait toujours un petit peu. Et voilà. Donc là, après, j'avais ma poche à eau. Alors la poche à eau me permettait à chaque fois que je trouvais de l'eau potable, alors ça ne m'est pas arrivé bien souvent, ça fera partie quand j'analyserai en fait mon retour de la randonnée, ça fera partie de ce qui m'a beaucoup dérangé en fait, c'est le fait qu'il n'y ait quasiment pas d'eau accessible le long du canal du Midi. Alors je sais, vous allez me dire, je l'ai fait à pied, normalement c'est prévu pour le faire plutôt en vélo ou en bateau. Mais le fait est que si on veut le faire à pied, l'eau est vraiment un produit rare au bord du canal du Midi. Vous allez faire des kilomètres sans avoir un seul robinet. Alors après, oui, vous demandez à des bateaux de vous dépanner ou quoi, mais la période à laquelle je l'ai fait, c'est-à-dire fin octobre, des bateaux, il n'y en avait pas non plus tant que ça. Voilà. Donc c'est vrai que ça m'est arrivé 2 fois de me faire dépanner par des gens qui étaient sur des bateaux et ça m'a énormément rendu service. Mais si jamais j'avais réellement voulu ne demander à personne et me servir à être en autonomie complète, l'eau est un réel problème le long du canal du Midi. Donc la poche à eau me permettait de remplir en eau propre, et je précise bien en eau propre, suffisamment de quantité pour réhydrater mes plats et mes repas, donc pour le midi et pour le soir. Donc j'ai essayé, la poche fait 2 litres 5, non 2 litres. J'ai essayé de remplir que la moitié pour le repas du midi et de remplir un petit peu plus de la moitié, 3/4, voire des fois je remplissais les 2 litres pour le repas du soir et le petit déjeuner, puisque forcément les 2 repas étaient pris. Une fois que j'avais épuré mes 6 petits déjeuners, que voilà, j'allais plus déjeuner et que j'avais plus à prendre le repas du midi, je faisais uniquement le repas du soir. Dans ce cas-là, j'ai réduit énormément la quantité d'eau à transporter, ce qui me faisait gagner un peu de poids. Donc la poche à eau et éventuellement avec le filtre, j'aurais pu, si vraiment en cas de problème, prendre de l'eau n'importe où et la filtrer avec le filtre Sauer. Voilà, donc en l'occurrence, moi je l'ai utilisé comme ça. À chaque fois que je voyais de l'eau potable, je remplissais ma poche à eau de manière à avoir suffisamment de réserve pour
réhydrater mes repas en fonction de est-ce que j'ai de l'eau midi, est-ce que j'ai le soir. Si c'est le soir, il faut que je prévoie le petit déjeuner. Voilà, donc la poche à eau me servait qu'à ça. Je ne m'en servais pas avec la pipette dans le sac pour boire toute la journée dessus, ça non. J'utilisais uniquement la gourde filtrante que j'avais directement devant moi. Donc ça, c'était dessus. Vide, ben, ça pèse rien. Et en fonction de la quantité d'eau que je portais, ben, j'arrivais à voilà, 19,5. Donc ça fait 20, 21,5 quand la poche à eau était pleine. Après, dessus, alors là, elle est rangée dans le sac parce qu'elle est propre, je l'ai lavée. Mais par contre, en général, elle était juste posée dessus sur la tête. Là. Donc ça, c'est juste une bâche. Alors, c'est la bâche de protection, normalement, de ma tente 3 places de chez Decat, qui est donc vraiment assez grande. Donc, je n'avais aucune utilité pour protéger ma tente. Une place, enfin voilà. Mais par contre, je regrette vraiment pas de l'avoir pris parce que j'ai hésité, je me disais est-ce que je vais la prendre, est-ce que ça va vraiment me servir ou pas. Et en fait, je m'en suis servi tout le temps. Je m'en suis servi, c'est pas compliqué. Quand je suis arrivé à Toulouse, le soir même, la première nuit, je me suis pris la pluie. Donc j'ai dormi sous un abri, mais avec le vent, j'étais au final pas très abrité. Donc je me suis ni plus ni moins roulé dedans. Voilà, donc je l'ai bien étalé, j'ai mis mon matelas, le duvet, mon sac à côté de moi, protégé, et j'ai refermé la bâche sur moi. Et si je ne l'avais pas eu, ben, dès la première nuit, j'aurais trempé tout mon duvet. Voilà. Et comme après l'humidité m'a suivi quasiment tous les jours sur les 10 jours de randonnée, bon voilà, ça n'aurait pas forcément été super agréable pour moi de marcher avec le duvet humide du matin jusqu'au soir. La bâche, je m'en suis servi tout le temps. Tous les jours. Le soir, je posais mon sac à dos sous la tente, mais avec l'humidité sur la bâche, comme ça au moins mon sac était protégé. Je m'arrêtais pour manger, je mettais ma bâche pour m'allonger, je me mettais sur ma bâche, ça évite de pourrir les fringues. Enfin vraiment, ça c'est... alors ça pèse un petit peu, hein, j'ai pas le poids en tête, mais ça pèse un poil, oui c'est sûr. Mais franchement, je ne regrette pas de l'avoir pris, ça ne tient pas de place et honnêtement, voilà, ça m'a énormément servi. Donc ça, c'était pareil, hein, je m'arrête, je ne veux pas pourrir mon sac, je ne veux pas pourrir mes affaires, donc il faut que ce soit dessus, facilement accessible. Après, donc là, bon, là c'est posé dessus, mais c'était pas forcément posé accessible. Ce sont mes 2 bœufs, donc pour mettre sur la tête, pour la transpiration, pour absorber la transpiration. Et je m'en servais aussi la nuit, de manière à me protéger un tout petit peu de l'humidité sur la tête. Et aussi pour éviter de trop pourrir mon duvet. Comme voilà, j'ai pas pris des douches tous les jours, hein, vous vous doutez bien. Donc ça me permettait de me mettre ça sur les cheveux, de pouvoir m'entourer dans le duvet parce qu'il y a des fois où il n'a pas fait très très chaud et ça évite de salir la tête du duvet et voilà. Donc le bœuf, je m'en servais principalement pour ça, un pour la journée pour absorber l'humidité. Dès que je trouvais de l'eau, je le passais dessous, je le faisais sécher et je repartais. Et un la nuit pour protéger l'humidité, la saleté sur la tête du duvet. Voilà. Donc les bœufs, ça c'est ni plus ni moins qu'une petite serviette absorbante. Voilà. Alors celle-là, je m'en suis servi pour me laver, bien évidemment, pour m'essuyer. Mais par contre, elle m'a le plus servi, c'est pour essuyer la tente tous les jours. Comme vous avez pu le voir, ou vous pourrez le voir en allant voir sur le groupe Facebook ou sur les vidéos qui viendront, la tente que j'ai pris, bon premier prix, hein, 85 €, monoparoi, enfin voilà. Donc je ne m'attendais pas à des miracles, d'ailleurs elle n'en a pas fait. Mais tous les jours, même dans la nuit, j'étais avec la condensation, j'étais vraiment humide tout le temps. Et quand je pouvais le midi remonter ma tente le temps de ma pause, bon, je la faisais sécher quand il faisait du soleil ou quand il y avait du vent, mais il y a eu des jours où c'était pas possible. Et donc en fait avec la serviette, je me suis plus souvent servi d'elle pour essuyer la tente au maximum pour lever l'humidité et la condensation que pour essuyer ma figure. Donc voilà. Donc une serviette dans le sac. Après donc la popote, puisque forcément le midi je m'arrêtais pour manger, au moins les 6 premiers jours. Donc la popote, donc une bouteille de gaz, bonbonne de gaz, voilà, avec... Alors ça c'est pareil, on m'a demandé ce que c'était, c'est ni plus ni moins qu'un coupe-vent.
Voilà, je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo. Mais c'est ni plus ni moins qu'un coupe-vent que je viens monter sur la bonbonne de gaz. Voilà. Et donc il suffit de savoir d'où vient le vent pour arriver à protéger pour la flamme. Voilà. Donc ça ne sert pas de repose plat. Hein, voilà. Donc la popote, c'est le seul point, je pense, que je peux améliorer. Je ne vais pas gagner des kilos, hein, mais je pense que c'est le seul point que je peux réellement améliorer parce que si je regarde bien en termes d'utilisation, j'ai utilisé qu'un gobelet, qu'une cuillère tout le temps, une assiette et j'ai jamais rempli la popote d'eau plus que 2 doigts. Voilà. Donc en gros, elle est un peu grosse, elle prend de la place dans le sac, mais cependant j'arrive à rentrer tout ce que j'ai besoin dedans aussi. Donc bon voilà. Mais ce qui me dérange le plus, c'est le fait qu'elle soit en alu et elle met assez longtemps à chauffer. Et par contre, elle se refroidit énormément vite. Donc, une fois que j'avais rempli mon plat et que j'avais fait mon café pour le matin, si le temps de manger mon plat et de boire mon café, si je voulais me faire un deuxième café, il fallait que je refasse chauffer l'eau. J'avais du mal à la maintenir réellement longtemps chaude. Alors bon, je ne sais pas, parce qu'il en existe maintenant des plus petites, des plus légères, des plus performantes, sous lesquelles dessous, vous avez... Ça recentre en fait la chaleur, donc ça permet de chauffer plus vite, donc d'économiser du gaz. Enfin voilà. Donc je pense que la popote, c'est vraiment le seul point sur lequel je me pose des questions, à savoir est-ce que je maintiens celle-ci ou pas, étant donné qu'elle est faite pour 2 personnes et que dans mes randos, je suis tout seul. Donc je ne vais pas la jeter hein, quand je vais partir avec... Quand je partirai à plusieurs, je m'en servirai. Mais disons que pour mes randos sous cette forme-là, je me pose la question pour la popote. C'est vraiment le seul point que je me dis, est-ce qu'il faut que j'achète quelque chose ou pas, autre, voilà. Donc dans la popote, donc dessus, c'est le couvercle qui permet de mettre... alors je m'en servais comme assiette, je m'en servais comme plat, je m'en servais comme simplement pour protéger, enfin voilà. Donc dedans... j'ai mes 2 verres, donc je m'en suis servi toujours que d'un. Hein. Voilà, mais bon, il y en a 2. Il y a le manche du couvercle, 2 fourchettes et 2 cuillères, donc ça c'est pareil, ça m'a pas servi. J'ai pris 2 briquets, c'est pas pour ce que ça pèse, et puis de toute façon ça rentre dedans, mais au cas où, s'il y en a un qui tombe en panne, je peux quand même faire chauffer mon eau. Au fond de la casserole, voilà, donc la casserole, hein. C'est une popote, tout ce qu'il y a de plus classique. Et au fond de ma casserole, je range une assiette hop, qui se transforme en bol. Tout simplement parce que ça, c'est moi perso, j'aime pas manger dans la popote. La popote, enfin la casserole, je préfère m'en servir uniquement pour faire chauffer l'eau. Donc là, en plus, avec les sachets lyophilisés, c'était le seul but. Donc je mettais ma poudre lyophilisée, mes repas lyophilisés dans mon bol, dans mon assiette. Et je remplissais une d'eau dedans et je fermais avec le couvercle, hop, par-dessus, le temps que ça se réhydrate. Voilà. Donc ça, c'est pareil, si j'achète une popote plus petite, et ben, cette assiette-là, ce bol-là, ben, je ne pourrai plus le rentrer dedans. Ça sera quelque chose qu'il faudra que je déplace dans mon sac, enfin, voilà, qui risque d'être un petit peu moins bien organisé. En fait, je ne sais pas, je me pose la question. Donc ça, par contre, c'est de Citus Humit. Voilà, donc ça, c'est une marque différente. Donc le contenant de la popote, il est là. La casserole, je mets mon assiette au fond. Je mets mes couverts. La poignée du couvercle. Les 2 bols, les 2 verres avec les briquets dedans. Hop. Et le réchaud Primus. Hop. Une fois que tout est fermé, je sais que tout ce qui correspond au repas, au plat, je n'ai pas besoin d'aller fouiller dans le sac à savoir où est l'assiette, où est le briquet, où est le gobelet. Je sais que tout est dedans. Voilà. Donc ça, c'est pareil, posé dessus pour faciliter d'accès. Alors ça, par contre, ça navigue un petit peu. Je le prenais, c'est la housse de mon appareil photo. La housse de l'appareil photo, je l'ai pris uniquement pour protéger mon appareil photo la nuit du froid. Ça me permettait d'économiser de la batterie, pour éviter que la batterie se perde en autonomie due au froid ou à l'humidité. Donc je mettais l'appareil photo dans la housse, il était protégé,
Et la housse, je la mettais au fond du sac dans des vêtements, ou des fois ça m'est arrivé de le mettre dans le duvet. Voilà. Mais ça s'arrange, on s'en fout en fait. On le met où on veut. Alors après, donc pour des questions pratiques, je vais faire comme quand je m'en servais. Hop. Là, et donc l'utilité du sac, c'est de s'en servir, personnellement je trouve, comme ceci. Donc là, par le dessus, voilà. Donc par couche, plus ou moins, après chacun le range comme il veut. Hein. Donc, dans le sac, un sachet zippé avec mes sachets de café. Alors, sachet de café, j'avais 1 ou 2 sachets de lait en poudre, mais je m'en suis jamais servi. Et une boîte de sucrète que je mettais dedans. Donc là, un sachet de café. Ah oui, dans le sachet, dans ce sachet-là, vu comment j'avais emballé les plats lyophilisés, donc pour me permettre de savoir la quantité d'eau à mettre dedans pour le réhydrater, donc j'avais écrit dessus 1, 2, 3, 4 ou 5. Et en fonction, j'avais emporté 2 sachets dans lesquels normalement se trouvent les plats lyophilisés. Hop, ce qui me permettait au début, parce qu'après je commençais à prendre l'habitude de voir la hauteur dans le bol, ce qui me permettait de savoir à l'intérieur, bon là je suis pas sûr, enfin, on voit rien. À l'intérieur en fait vous avez les traits qui donnent la quantité d'eau à mettre en fonction du plat. Et j'avais regardé en fonction des sachets et les traits sont toujours espacés de la même façon. Donc ça veut dire que les quantités d'eau pour les traits sont toujours identiques, peu importe le plat qu'il y a dedans. Donc ça me permettait, du moins au début, de savoir qu'un sachet de 2, ben, je mettais 2 doses d'eau dedans et après je vidais l'eau dans mon assiette. Et puis à force, je me suis bien rendu compte que le 1 c'était à 1 trait, le 3 c'était à 4 traits du bol, le 4 et 5 c'était quasiment le bol plein, donc après je le faisais à l'œil, voilà. Mais j'avais quand même pris 2 petits sachets au cas où pour la quantité d'eau. Voilà, donc ça c'était principalement pour le petit déjeuner. Après, donc j'ai dedans assez facilement, pareil en accès, hein, je prends dessus la bâche pour bâcher le bonhomme. Ça c'est pareil. Bon, j'ai pas eu besoin de m'en servir, mais je suis arrivé à jongler grâce à la météo assez fiable, à me protéger à chaque fois qu'il prévenait d'une averse ou d'un gros risque de pluie. Donc je faisais en sorte de me dire, bah, tiens, je marche, là je m'arrête, j'aurai une demi-heure, 1 heure à attendre, je repartirai après. Ça a bien fonctionné, je reconnais, mais par contre, voilà, en termes de sécurité, j'ai toujours la cape dans le sac. Donc une cape dessus qui protège moi, le sac, et qui ne descend pas forcément aux jambes. Par contre, celle-ci, elle s'arrête au niveau des fesses. Voilà. Donc la cape dessus. Là, j'avais un sachet, toujours dans des sachets zippés. En fait, j'ai tout dans des sachets zippés quasiment. Enfin, zippés ou pas zippés, mais des sacs plastiques étanches. Certains mettent en fait un gros sac plastique, un gros sac poubelle dans le sac et mettent toutes leurs affaires dans ce sac poubelle. Ça permet en cas de prendre la pluie ou si le sac tombe dans l'eau, ou enfin voilà, que les affaires qui soient dedans soient protégées. Le seul inconvénient de ça, c'est qu'avec mon sac qui s'ouvre par le dessus et que je peux prendre ce que j'ai envie en fonction de là où je l'ai placé, si je mets tout dans un sac poubelle pour le côté étanche, j'en reviens à l'utilisation d'un sac poire où tout est dedans et pour sortir ce qu'il y a au fond, je suis obligé de tout vider. Donc c'est pas trop mon délire, sinon j'aurais aucun intérêt à avoir un sac comme ça. Mais cependant, pour l'aspect protection de tout, même si j'ai la housse qui protège mon sac, même si, bon, on ne sait jamais, donc j'essaye de tout mettre dans des sacs en plastique, indépendants, rangés, mais tout dans des sacs plastiques de manière à le rendre étanche. On ne sait jamais, voilà. Donc là, dans un sac plastique, j'ai ma lessive qui me permet de laver mes affaires au gré des points d'eau que je trouve. Là, sur le dessus, j'ai le sac électronique. Alors, électronique. Donc, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Donc, dedans, j'avais pris un chargeur Quick Charge de chez Anker.
le cordon de chargement pour mon téléphone, le cordon pour recharger mes 2 batteries externes de chez Anker. Alors en termes de batterie externe, ça c'est pareil. J'avais fait l'expérience lors de ma randonnée au fil du Verdon avec une batterie de 20 000 mAh. Je fais à peu près l'équivalent de 5-6 recharges de mon téléphone, puisque je pars que avec mon téléphone pour recharger. L'appareil photo, je l'avais pris, mais j'avais pris hop, le chargeur propre à mon appareil photo. Donc là, en fait, à chaque fois que je m'organisais pour trouver une prise, je m'étais imaginé de le brancher et de le recharger. Il s'avère que je l'avais bien chargé avant de partir, il était à fond, et que la batterie, en l'utilisant que comme je l'ai utilisé, c'est-à-dire en photo, chaque fois que je faisais une photo avec mon téléphone portable et que j'avais l'impression que cette photo-là mériterait éventuellement de pouvoir être modifiée, travaillée, agrandie, comme vous pouvez voir là sur ma photo qui fait 60 par 90, il est hors de question avec le téléphone portable que je puisse prétendre pouvoir faire un tirage de ce format-là. Techniquement, c'est faisable, mais en termes de qualité, c'est pourri. Donc, les photos avec le téléphone portable, ça me permettait d'alimenter le groupe Facebook tous les jours. Ça me permet d'illustrer mes propos de ce que j'ai vu, de ce que j'ai traversé. Enfin voilà, pour moi, le souvenir. Éventuellement, pour faire un livre photo, bon, ça peut passer. Par contre, tout ce qui est grand tirage comme ça, hors de question. Donc l'appareil photo, je l'ai vraiment pris comme étant un support numérique de qualité. Donc toutes les photos n'ont pas été faites en doublon avec le téléphone et l'appareil photo. Quand je voyais qu'une photo, je pensais qu'une photo mériterait d'être retravaillée, d'être améliorée et éventuellement de pouvoir être agrandie, je photographiais la photo avec mon appareil photo. Donc en fait, il n'était pas allumé tout le temps et au final, il a tenu les 10 jours, largement même. Donc j'avais pris le chargeur pour pouvoir recharger sa batterie, mais je m'en suis jamais servi. Donc dedans, j'avais malgré tout le chargeur pour charger la batterie. Donc la batterie externe, la Anker 20 000 mAh, donc 5-6 recharges de mon téléphone, ça dépendait un petit peu de la température et compagnie. Donc la première fois au fil du Verdon, j'avais eu la possibilité au fait de mes pérégrinations et de mes aléas de pouvoir le recharger quand j'avais été hébergé par exemple chez Magali et Philippe à l'auberge du Point Sublime quand je me suis pris la pluie. Bon voilà, j'ai passé la nuit au chaud et au sec. Donc j'en avais profité pour recharger mon accu. Le seul problème de cette batterie là, c'est qu'il lui faut honnêtement, je crois, plus de 10 ou 12 heures pour la charger complètement. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté un chargeur Quick Charge qui me fait passer de 10-12 heures à peine 4 heures pour la recharger complètement. Toujours dans mon objectif d'être autonome, donc je ne veux pas me dire par défaut je vais me faire héberger donc j'aurai accès à l'électricité. Non. Si je me fais héberger et que j'ai accès à l'électricité, ben, tant mieux, je pourrai recharger. Mais de base, quand je pars, je veux être autonome. Du coup, comme je partais au minimum pour 12 ou 13 jours, ben, une batterie, 5-6 recharges. Donc, grosso modo, avec l'utilisation du téléphone que je faisais, c'est-à-dire photo, des posts le midi pour parler de ma nuit, les posts le soir pour parler de la journée, publier les photos, répondre aux messages, ça me servait de carte IGN, voilà. Donc grosso modo avec cette utilisation là, j'utilisais une charge de mon téléphone par jour. Donc forcément 5 à 6 recharges sur une batterie, il m'en fallait 2, voilà. Donc là, par contre, en termes de poids, on est quand même pas mal. Voilà. Ceux qui connaissent savent que ça pèse, ça commence à peser. Alors, je ne sais pas, peut-être que je les avais pesés. Non, bon, je ne les ai pas pesés. Je pourrais éventuellement le faire et vous mettre le poids dans la description de la vidéo. Mais voilà, donc j'en avais 2 qui me permettaient normalement de tenir mes 10-12 jours à l'aise pour recharger mon téléphone tous les jours. Voilà.
Donc ça, pareil, c'était dans le sac. Alors ça, c'était une housse, c'est pareil, je l'avais prise, je l'avais acheté pour mettre le téléphone dedans. Parce que le téléphone rentrait, sortir dans la poche. La poche étant humide, j'avais souvent, notamment dans mes randos plutôt cet été, la vitre devant qui prenait l'humidité. Et ça m'énervait un peu. Donc j'avais acheté ça en fait pour glisser mon téléphone dedans. Il s'avère que fin octobre, bon, j'ai eu chaud, j'ai transpiré, mais pas au point de tremper la poche ni le pantalon. Donc même le téléphone qui était dans la poche était relativement au sec. Donc ça, je m'en suis pas servi. Mais ça pèse rien. Après, j'avais dedans, donc pareil, dans un tout petit sachet, 4 piles de rechange pour la frontale. Et j'avais au cas où une boîte avec carte mémoire pour l'appareil photo, un chargeur normal pour peu importe pourquoi, et donc le cordon pour recharger la powerbank. Voilà, donc ça c'était le contenu du sac dit électronique. Hop. Ça c'est pareil, après ça commence à faire son petit poids en fait. On ne se rend pas bien compte au début, on met, mais au final, l'électronique ça pèse un peu dans le sac. Voilà. Alors après, au-dessus, qui traîne au fond du sac, ça c'est une pochette étanche pour le téléphone. Donc comme je vous ai dit, le téléphone me sert notamment d'appareil photo et de carte IGN. Je ferai une vidéo un petit peu plus tard pour expliquer pourquoi, à mon sens, les cartes IGN, ça ne sert strictement plus à rien, les cartes IGN papier. Voilà, donc mon téléphone me servait à ça. En cas de pluie, j'ai pas eu besoin de l'utiliser cette fois-ci, mais en cas de pluie, ça me permettait de pouvoir mettre mon téléphone dans une poche étanche, tactile, et de pouvoir continuer à pouvoir m'en servir pour savoir où il fallait que j'aille. Alors, pas mal de personnes me disaient au début où je préparais la rando, qu'au fil du canal du Midi, je ne pouvais pas me tromper, il suffisait que je marche d'un côté ou de l'autre et ça aboutissait. Ben, en fait, pas vraiment. Il s'avère que comme j'ai toujours préparé mes randos, j'ai fait comme si non, le chemin ne suivait pas le canal tout le long. Et en fait, il s'avère qu'il ne le suit pas forcément tout le long. Donc j'ai bien fait. Mais les sentiers, le chemin de halage, en plus, en la période où on est, où ils coupent des arbres, ils font des travaux et ils coupent l'accès, donc on est obligé de dévier ou d'un côté ou de l'autre. Donc ça me permettait de savoir à quel moment est-ce qu'il fallait que je bascule d'un côté ou de l'autre des bords du canal du Midi. Donc ça m'a servi, je m'en suis servi et franchement je ne regrette pas mon choix parce qu'il y a des moments où j'aurais pas pu rester tout le temps sur le même côté. Il y a des côtés qui étaient sympas, d'autres qui étaient plus intéressants pour des points de vue, donc il fallait que je change de temps en temps. Et avec les travaux, avec les inondations que j'ai un peu traversées, j'ai de toute façon dû m'éloigner un petit peu des bords. Et l'aspect tracé et carte m'a permis de pouvoir vraiment pas me perdre et pouvoir trouver ma trace sans problème. Donc je regrette vraiment pas. Et la petite housse me permet, grâce à ça, de pouvoir garder mon téléphone accessible même sous la pluie. Voilà. Dessus, au cas où, la trousse de secours, la trousse à pharmacie. Donc je ne vous fais pas le détail de ce que j'ai mis dedans. Plus ou moins, c'est la même chose que ce que j'avais pris pour le Verdon. Je me suis adressé au pharmacien du village pour la compléter. La seule chose que j'ai rajoutée que je n'avais pas la première fois, c'est une bonbonne un petit flacon de baume du tigre, mais ça c'est pareil, je ne l'ai pas acheté en pharmacie, tout simplement parce que je suis parti avec une tendinite au tendon d'Achille et donc j'ai essayé par tous les moyens de diminuer ma douleur. Donc j'avais en plus de ce que j'ai d'habitude, les compresses et compagnie, enfin c'est vraiment pour la bobologie, hein. Voilà, on se gratine, on se désinfecte, on se met une petite compresse et ça s'arrête là. Donc dedans j'ai rajouté juste la baume du tigre et un tube de Voltaren, de crème de Voltaren. Mais bon, elle est là, toujours l'avoir avec soi, enfin moi du moins je la garde toujours avec moi. Dessus, on continue, donc là j'ai mon matelas gonflable. Donc c'est un matelas qui fait 180 cm. C'est vrai que certains prennent des matelas qui s'arrêtent juste sous les fesses. Moi, il va jusqu'en bas.
Et donc je gonfle dedans, j'ai pas la bombe qui le gonfle tout seul. Donc mon matelas. Là, mon sac de soie, le sac à viande, ce qu'ils appellent. Donc ça me permet, moi pourquoi je le prends? Simplement parce que je suis un peu obnubilé par mon duvet. C'est ce qui me permet de bien dormir et j'ai besoin de bien dormir. Donc j'ai pas envie de trop le pourrir pour l'humidité, bon, la chaleur on n'en parle pas, j'ai pas eu affaire à des moins 10. Hein. Mon duvet fait 0,5 degrés et franchement j'ai chaud dedans, donc c'est pas un problème. Par contre j'ai pas envie de le salir, je sais toujours pas où le mener à nettoyer. On m'a dit tu le mets dans un pressing, mais fais attention, il y a des marques qui proposent, enfin voilà, je sais pas. Donc en fait j'ai fait en sorte de vraiment en prendre le plus grand soin. C'est pas un super duvet, hein, ça vaut 100 ou 150 € à Decat, mais j'en prends soin quand même. Donc le sac de soie me permet d'une part de protéger l'intérieur de mon sac de couchage pour pas le salir, et en cas de vraiment froid, ça permet de gagner un petit peu en température et en chaleur dans le duvet. Donc je l'utilise que pour ça. Donc il est là. Et puis ça pèse rien du tout. Après, donc dessus, hop, j'ai mon sac de fringues de rechange. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans après. Un oreiller, voilà, un petit oreiller, pareil, un de chez Decat. Je le gonfle en 2 minutes, il est plein. Et voilà, c'est plus confortable. Avant, je prenais mon sac, mais bon, le sac, dans la tente, une place, déjà, il ne serait pas rentré. Et en plus, c'est pas bien confortable. Mettre des fringues dedans, on tourne, on vire, ça bouge toute la nuit, c'est vraiment pas cool. Enfin, moi, du moins, ça me plaît pas. Là, j'ai mon petit oreiller, je le gonfle, je le cale dans la capuche de mon duvet, comme ça, je sais qu'il part pas pendant la nuit. Et c'est impeccable. Et une fois qu'il est vide d'air, bon, moi là je l'ai mis à plat, ça me permet de le ranger dessus, mais vous pouvez le plier en carré, en ce que vous voulez, ça rentre, ça tient pas de place. Là, j'ai toujours dans mon petit sac plastique la partie hygiène. Donc j'ai un dentifrice, une brosse à dents, un savon et un gant. Voilà. Alors le savon, pour ceux qui m'ont demandé, d'habitude j'utilisais du savon d'Alep. Le savon d'Alep, apparemment, on peut s'en servir pour tout. C'est-à-dire pour se laver soi, pour laver les fringues, pour se laver les dents, pour se laver les cheveux. Enfin, c'est bon pour tout. Moi, j'ai toujours utilisé ça parce qu'on me disait le savon d'Alep, en plus, apparemment, c'est pas bio. La question, elle n'est pas de savoir si c'est bio ou si pas bio, mais disons que c'est moins chimique, ça laisse moins de dégâts par terre là où on se lave. Bon, voilà. Mais ça ne fait pas mes affaires. Déjà parce que se laver les dents au savon d'Alep, c'est franchement dégueulasse. Donc moi je prends un dentifrice malgré tout. Laver les fringues au savon d'Alep pour laver des chaussettes et un caleçon, ça passe très bien. Par contre, pour laver mes pulls, il fallait que je frotte pendant des heures et des heures. Jamais ça savonnait, jamais ça moussait. Ça laisse pas d'odeur, donc c'est vrai que même si c'est propre, ça fait du bien de sentir que ces fringues sentent le propre. Là, ça n'avait rien du tout comme odeur. Donc là, j'ai acheté une savonnette alors, qui pollue, on va dire. J'ai essayé de trouver un produit qui pollue le moins. C'est vrai que si j'arrivais à trouver un fournisseur de savon naturel, enfin voilà, que je puisse me laver, même si je prends mes distances par rapport au cours d'eau ou quoi, pour éviter de polluer directement le cours d'eau. Mais si j'arrivais à trouver un fournisseur de savon qui me permette d'avoir un produit naturel, écologique au maximum, enfin voilà, ça m'intéresserait. Si jamais vous connaissez des adresses et des noms, enfin voilà, n'hésitez pas à me le dire ou n'hésitez pas à partager la vidéo pour qu'il soit au courant. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris une savonnette parfumée, c'est pas désagréable, et puis au bout de 3-4 jours, quand on prend une douche, sentir le savon, ça fait du bien pour le moral, quoi. Voilà. Donc ça, c'est mon sachet hygiène, voilà. Là, au fond du sac, j'ai mon duvet. Donc le duvet, pareil, hein. Donc là, le sac après fini. Donc le duvet, pareil, je le roule dans sa housse et je le mets dans un sac étanche. Alors mes sacs étanches font 25 litres, il en existe des plus petits. Si c'est juste pour le duvet, je pense que plus petit, ça peut passer. En plus, si vous prenez un duvet qui est plus petit que le mien, plus compressible que le mien, vous avez besoin de moins de place, forcément.
Alors moi, c'est un duvet qui n'est pas sarcophage. J'en ai deux, j'ai celui-là et un tout petit sarcophage. Alors c'est vrai qu'en termes de place, l'autre fait la moitié de celui-ci. En termes de poids, c'est pareil, on y gagne dessus. Par contre, j'arrive pas à dormir dedans. J'ai une certaine corpulence. Dormir, j'aime bien avoir les pieds qui bougent, enfin un peu les épaules, voilà. Dormir dans un sarcophage, franchement, c'est bon pour les pharaons, mais pas pour moi. Donc j'ai conservé mon duvet, on va dire normal, classique, qu'on a l'habitude d'avoir dans une forme, mais forcément, il est un peu plus gros, un peu plus volumineux, un peu plus lourd. Pourquoi je le mets toujours dans une housse? Comme j'ai toujours dit, hein, je mets tout dans des sacs en plastique pour essayer de protéger au maximum mon matériel. Si je prends la pluie et que j'ai pas le temps de protéger mon sac, ou si je tombe dans l'eau, enfin peu importe, au moins les affaires qui sont dans le sac sont à l'abri. Voilà. Donc là, mon duvet c'est pareil, une poche étanche. Voilà, hop. Bon, ça c'est connu, hein, vous en trouvez partout. Quand ça veut bien sortir. Et voilà, donc ma poche de 25 litres, hop, et mon duvet, voilà. Donc mon duvet, voilà, c'est mon duvet quoi. Il n'est pas super technique, il est pas, voilà, mais il fait bien mes affaires. Il me tient bien chaud quand j'ai en besoin. Quand là, en l'occurrence, je m'en suis plus servi comme d'une couette que vraiment comme duvet fermé hermétique. Dans la tente, j'ai eu quelques petits problèmes d'humidité, enfin de condensation, hein, parce que la tente est étanche, mais par contre, j'ai l'impression qu'elle condense énormément. Alors peut-être que c'est parce que c'est une tente, une place, donc l'espace est assez réduit, enfin voilà, c'est peut-être normal, hein, mais du coup j'avais vraiment beaucoup de condensation à l'intérieur, et donc à chaque fois que je touchais les parois, tout était mouillé, tout était humide. Et toujours dans mon obsession de me dire, mais si je trempe mon duvet, comment je vais faire? Est-ce que dedans ça va pas me le bousiller? Est-ce qu'il va pas moisir? Est-ce que bon, voilà. Donc je m'en suis servi plutôt comme d'une couverture en fait. Je me posais dessous sur mon matelas et je mettais juste le duvet autour de moi. Je ne me fermais pas dedans, comme ça quand je tournais, je ne prenais pas le risque de venir frotter avec le duvet sur les parois de la tente. Et voilà, il n'est pas super technique, mais il passe partout et j'ai pas eu froid et j'étais très bien dedans. Voilà, donc ça c'était la partie duvet. Et là, il me reste juste une dernière sacoche, une dernière poche étanche, dans laquelle je mets mes vêtements de rechange. Et pour la nuit. Donc ça, c'est pareil, le rangement dans ce sac, je le fais par rapport à l'utilité que j'en ai. C'est-à-dire que tous les soirs, je me changeais pour dormir. Donc mes fringues de rechange pour marcher, ils sont au fond du sac. Et dessus, je mets en accès direct ce que j'ai besoin pour me changer quand j'arrive. Une fois que j'avais fini ma tente, que je commençais à me refroidir et tout ça, il fallait que je m'habille pour passer la nuit. Donc c'est ce qui se trouve sur le haut du sac. Donc dessus, j'avais pris une espèce de legging, hein, voilà, un pantalon assez près du corps qui permet de tenir chaud. En plus, en termes de transpiration, c'est pareil, ça permet de se protéger et de ne pas salir trop ce qui se trouve à l'extérieur. Donc bon, hygiéniquement, c'est peut-être pas terrible, mais en termes de propreté, c'est bien. Hop, je m'habillais et au moins je savais que je ne salissais pas ce qu'il y avait à l'extérieur. Une paire de chaussettes spécifiques que pour dormir. Ça ne fait pas partie de la paire de chaussettes que je faisais le roulement pour les changements pour marcher. Ça, c'était vraiment que pour la nuit. Je me nettoyais les pieds avec les lingettes, je me mettais les crèmes pour mes tendons et je mettais la paire de chaussettes que pour dormir. Même si mes deux paires de chaussettes auraient été trempées, celle-là, déjà d'une pour dormir, c'est bien qu'elle soit propre et sèche. Donc, cette paire de chaussettes-là, que pour dormir. Après, j'avais un t-shirt manche courte, très fin en fait, qui tient assez chaud, mais j'ai pas besoin d'avoir super chaud avec ça pour dormir. Donc voilà, un t-shirt à manches courtes. Normalement dans un duvet, il paraît qu'on dort nu, enfin en caleçon. Moi j'aime bien dormir quand même avec un petit t-shirt, donc je le prenais pour dormir.
pour éviter d'avoir froid pendant que je mangeais, pendant que je répondais à mes messages, pendant que voilà. Donc j'ai une polaire. Et par-dessus, quand vraiment j'ai eu froid le matin au sortir de la tente ou quoi, en préparant mon petit déj et tout, par-dessus je mettais ma doudoune. Donc la doudoune, je l'ai prise, je ne pensais pas m'en servir. Bon, ça pèse rien, c'est un peu volumineux, mais ça pèse rien. Mais franchement, il y a eu quelques matins où j'étais bien content de l'avoir. Donc ça, c'est pareil. La doudoune, on m'avait dit, oui, mais tu prends la veste, la Between, que j'ai montré tout à l'heure. La veste coupe-vent qui va te couper du vent, donc normalement ça protège. Oui, mais ça n'a quand même pas la même fonction qu'une doudoune. Voilà. Et la même sensation de confort dedans. Donc je ne regrette pas de l'avoir prise quand même. Et au fond, donc normalement, là je mettais le t-shirt gris avec. Donc une paire de gants, mais ça par contre je m'en suis pas servi. Un caleçon propre, une paire de chaussettes propres, un pantalon short propre. Voilà. Donc normalement le t-shirt gris il était avec. Et là, je sais pas pourquoi je l'ai pris ça, mais parce que comme je marchais en short ou en pantalon qui n'était pas forcément étanche, c'est une paire de guêtres pour la pluie pour éviter de trop mouiller les chaussures. Bon, je m'en suis pas servi, mais je l'avais. Voilà. Donc voilà, tout est plus ou moins là. Enfin non, tout est là. Il n'y a pas de plus ou moins, à part voilà l'aspect alimentation, les sachets de plats lyophilisés que j'ai consommés. Mais sinon, tout est là, tout était rangé plus ou moins de cette façon-là dans le sac. Donc, plus ou moins ranger les affaires lourdes sur le centre du sac, avec les petites affaires pour boucher les trous sur les côtés. Le duvet, comme vous avez vu, il est au fond du sac. Alors, il y en a qui le mettent en haut, il y en a qui... Enfin, voilà, moi, je le mets au fond du sac. Et après j'empile au fur et à mesure, les parties plutôt souples, je les mets contre mon dos. Et devant, puisque j'ai cette facilité avec ce sac là de pouvoir mettre aussi en hauteur, non pas en hauteur du sac mais en épaisseur dans le sac, de mettre tout ce qui pourrait me faire un peu mal dans le dos. Donc la pharmacie qui est assez rigide, la partie sac électronique qui sont des choses un petit peu dures. Donc ça je le mettais devant, sur le dessus du sac par exemple de fringues, ce qui me permettait d'avoir dans le dos le sac de fringues plutôt mou, et après les autres choses je ne les sentais pas. Alors sachant que le sac c'est pareil, il est lourd, il fait 2 kg, mais il a deux armatures, deux barres derrière qui font l'armature, donc ça c'est pareil, ça protège un petit peu de tout ce qu'on peut porter sur le dos. Voilà. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais dans le sac, la façon de le mettre, de le porter. Quoi vous dire de plus, je sais pas. Donc pour rappel, tout ce que j'avais là à sec faisait à peu près dans les 19,5 kg avec la nourriture, et j'étais en moyenne à, allez, on va dire 20 kg, 20 kg et demi quand je prenais de l'eau normalement, et quand vraiment je chargeais en flotte, j'étais plutôt à 22, voilà, 22 kg. Donc voilà, j'espère que ça vous aura servi. Bon voilà, ça reste une vidéo de présentation d'un sac, mais que ça pourra vous servir en fonction de ce que vous avez l'habitude de prendre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ou à me dire pourquoi avoir pris ci, pourquoi avoir pris ça. Si vous avez des produits que vous connaissez qui pourraient me permettre de gagner en volume, de gagner en poids, je suis preneur. Sachant que voilà, l'aspect Décathlon, une fois de plus, je ne veux pas faire l'apologie du matériel Décathlon, mais c'est vrai qu'en termes de rapport qualité-prix, quand vous êtes un peu comme moi à court financièrement, même si vous achetez du matériel, tout ce qu'il y a haut de gamme chez Décat restera moins cher que dans des marques spécifiques. Mais par contre, il faut être conscient que les produits ne seront pas non plus super spécifiques. Voilà. Quoi qu'il en soit, j'essaye quand même de montrer et de démontrer qu'avec du matos Décat, on arrive quand même à faire de jolies randonnées. Je ne ferai jamais de l'alpinisme, enfin voilà, je reste dans un domaine d'activité qui est celui que vous avez pu partager avec moi. Mais voilà, ça passe, ça fonctionne très bien, donc pas forcément besoin de se dire j'ai pas de budget, je ne peux pas m'acheter
d'affaires, d'équipements super spécifiques, donc à la limite je ne le fais pas. Moi je pars plutôt du principe de me dire j'ai envie de faire ça, donc d'aller marcher, de faire 200, 300 km, de pas trop me tenir compte de la météo, parce que si j'attendais qu'il fasse beau, les 2 randonnées que j'ai faites, je les aurais jamais faites. Donc voilà, je veux faire de la rando, je veux faire ces kilomètres-là, je veux pas tenir compte de la météo en me disant s'il fait beau, j'y vais, s'il fait pas beau, j'y vais pas. Non, même s'il fait pas beau, je me dis j'y vais, de toute façon j'y suis, j'y vais. Donc voilà, donc même avec du matos D4, la preuve en est qu'on peut quand même faire de jolis randos et prendre du plaisir. Voilà. Donc je dis pas que c'est le top, mais voilà. Par contre, je suis pas contre, hein, si jamais il y a des marques ou des sponsors qui veulent me faire essayer de nouveaux matériels, de nouveaux produits, que je puisse comparer aussi avec ce que j'ai, ce que je pourrais avoir et sur la pratique. Je suis preneur, évidemment, n'hésitez pas. Je ne ferme pas la porte à de nouveaux produits, bien entendu. Voilà. Donc je vais vous laisser là, je vais re-ranger tout mon package et tout mon sac, je vais essayer de tout remettre dedans. Ah non, un dernier produit quand même qui est super important. Super important, les bâtons. Voilà, alors je sais que beaucoup de personnes marchent sans bâton, je croise pas mal de personnes qui marchent sans bâton. Moi honnêtement, au début j'avais du mal, c'est vrai que, bon voilà. Mais il faut quand même avouer qu'avec un sac de 20 kg en moyenne sur le dos, sur des distances qui sont en moyenne de 250-300 km, les bâtons c'est vraiment utile. Ça soulage énormément les articulations, ça aide dans le placement du corps, ça aide quand on pousse avec les bras, ça permet de moins solliciter le bas du corps, les jambes, les genoux, les chevilles. Avec mon problème de tendon, je pense qu'au fur et à mesure des jours qui ont avancé, le tendon a été moins sollicité et donc les bâtons m'ont vraiment apporté quelque chose. Et je sais que maintenant, marcher sans bâton, bon, je ne dis pas avec un sac à dos sur une journée, juste avec une bouteille d'eau et un casse-croûte dedans, non, ça passera sans problème. Mais par contre, voilà, moi maintenant, marcher sans bâton, dans la configuration dans laquelle je veux réaliser mes randonnées, je sais que maintenant c'est devenu une obligation. Donc c'est des bâtons standards, hein, Trail Sport 2. J'ai fait le choix de prendre uniquement 2 brins et pas 3 brins. Alors c'est plus long forcément. Alors le poids ça vient juste du fait que c'est de l'alu, enfin voilà, vous en avez en carbone, vous en avez dans toutes les matières. Mais pourquoi j'ai fait le choix de le prendre en 2 brins plutôt qu'en 3 brins? Tout simplement parce que j'avais fait des recherches avant et que les personnes sous-entendaient, et puis ça paraît logique, qu'à chaque fois qu'il y a une articulation, ça fait un risque de casse supplémentaire, une flexibilité supplémentaire. Donc deux brins, il y a une seule articulation. Si j'avais pris un 3 brins, il y a 2 articulations, donc 2 fois plus de chances de casser à un endroit, 2 fois plus d'endroits où il y a une certaine flexibilité qui se fait. Enfin voilà, donc c'est un choix perso, hein. Par contre, j'aurais pu gagner en 1/3 de hauteur si j'avais pris un 3 brins pour arriver à faire ma hauteur de bâton à 1,20 m quand je marche. Mais voilà, ça me convient très bien. Puis le matériel, c'est pas vraiment ce qui m'importe en fait, c'est juste l'aspect bâton, le fait d'avoir des bâtons pour marcher avec un sac aussi lourd, avec des kilomètres tous les jours en moyenne 32, 33. Voilà, c'est devenu un accessoire obligatoire pour moi et que je recommande fortement à toutes les personnes qui me demandent, qui m'en parlent, qui me demandent leur avis. Voilà, mon avis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, apporté quelque chose. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Un petit pouce bleu, voilà, comme tout le temps. On vous le dit tout le temps, mais c'est vrai que ça fait plaisir de savoir s'il y a des gens qui passent, qui voient la vidéo, ce qu'ils en pensent. Voilà, j'ai pas beaucoup de vidéos sur ma chaîne, donc est-ce que j'arrête, est-ce que je continue, est-ce que ça intéresse des gens? Enfin voilà, c'est toujours bon à savoir. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis je vais me relancer dans le rangement à nouveau de mon sac. Allez, je vous dis à bientôt et marchez bien.